C'est donc un jeudi noir qui s'annonce demain contre la réforme des retraites. La grève sera fortement suivie dans les transports, dans les écoles aussi. Mais qu'en sera-t-il dans la rue? C'est la grande question, c'est le défi que vont devoir relever les syndicats demain, alors qu'Emmanuel Macron lui a prévu de s'envoler direction l'Espagne avec 11 ministres, 2 salles, 2 ambiances. On va le résumer comme ça et on va en parler surtout avec nos invités présents sur ce plateau. Luc Faré, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. À vos côtés, Christopher Wesberg, bonjour à vous. Député Renaissance, vous représentez les Français établis hors de France. Ariane Amadi est connectée sur France Info, spécialiste en communication politique. Bonjour Ariane. Et Sophie Neumeyer est sur ce plateau, spécialiste des questions de police et de justice. Bonjour Sophie. Avant de vous entendre, d'entendre vos points de vue, vos analyses, si vous le voulez bien, on va regarder dans quel état d'esprit sont les Français à la veille de cette journée de mobilisation. Chacun réfléchit un petit peu à la guerre, à la façon de s'organiser le mieux possible. C'est ce que nous raconte Julien Gall. Dans cette école de Dijon, à la veille d'une forte mobilisation des professeurs contre la réforme des retraites, les parents d'élèves ont encore du mal à savoir comment ils vont s'organiser pour faire garder leurs enfants. Je travaille, je commence à 6 heures. Mon mari aussi, on ne sait même pas comment faire pour les enfants. On a un voisin qui pourrait garder, mais pas sûr. Voilà, ça va être le bordel, je sais pas. Sincèrement, je sais pas, aucune idée. On va faire sur le moment, on va voir comment que ça se passe. Demain, les transports en commun seront très perturbés. La grève va frapper de plein fouet les salariés qui habitent parfois à plus d'1 heure de leur lieu de travail, comme dans cette entreprise de la région parisienne. S'il n'y a pas de transport, c'est vraiment compliqué pour moi. Et je ne peux pas le faire à pied ni en vélo. Je vais essayer de prendre un Uber. La CGT appelle également à faire grève demain dans les raffineries. Les automobilistes préfèrent eux aussi être prévoyants. J'aimerais pas tomber en panne, j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler. Je prends mes précautions vu que je me déplace dans tout le département. J'ai des rendez-vous, donc je suis obligée d'anticiper. À 7 heures, une seule certitude, la grève de demain devrait engendrer de fortes perturbations sur tout le territoire. Luc Faré, la France au ralenti, voire bloquée, c'est le but de la journée de demain? La journée de demain, elle est d'abord destinée à défendre un acquis social, celui de pouvoir prendre sa retraite à partir de 62 ans, bien avant 64 ans, afin de permettre à chacun de pouvoir profiter de la période qui suit la période de travail, c'est-à-dire la période de retraite. Est-ce que... Pardon, allez-y. Et je me permets d'ajouter que en France, nous sommes dans une démocratie et nous avons donc à la fois le droit de grève et le droit de manifester. Et que c'est essentiel qu'on puisse conserver ces droits, en l'occurrence pour une cause essentielle, mais il faudrait, si je peux me permettre, qu'on se concentre sur les causes de cette mobilisation énorme, parce qu'on parle de plus d'un demi-million de personnes, à minima, qui seront dans la rue demain, dans toute la France. J'ai même entendu presque 1 million de personnes, 800 000, selon les prévisions. Donc, on est devant un mouvement d'ampleur et qui a une cause. Et cette cause, c'est le gouvernement et peut-être sa majorité qui, à un moment donné, demande aux Français de travailler 2 ans de plus, tous les Français de travailler 2 ans de plus. Et nous considérons que les gens qui vont devoir travailler 2 ans de plus, ce sont les ouvriers, ce sont les employés, et ce ne sont pas forcément ceux qui ont fait beaucoup d'études. Et donc, on dit que ce n'est pas une réforme juste. On dit que c'est une réforme injuste. Pour moi, elle est inutile, et en plus, elle est brutale. Christopher Wesberg, est-ce que vous avez l'impression d'être injuste? Est-ce que vous avez l'impression de piétiner un acquis social? Alors pas du tout, moi j'ai au contraire l'impression de préserver un acquis social, parce que ce qui est un droit acquis, c'est d'avoir une retraite, une meilleure retraite, et d'ailleurs c'est là où je trouve que c'est un peu fort de café, c'est qu'il y a énormément de dispositifs pour valoriser les petites retraites, il y a des dispositifs pour tenir compte des carrières longues, ça concerne pas n'importe... et la pénibilité du travail, et donc ça concerne pas n'importe qui, c'est 40% des salariés qui sont concernés, donc ça concerne beaucoup de monde, vous pouvez pas dire que c'est pour tout le monde, et justement on a pris en compte toutes ces choses pour faire une réforme juste. Et moi, gens vont travailler 2 ans de plus. Et en particulier... pas tous, pas ceux qui ont travaillé très tôt. Ceux-là, ils vont pas ceux qui vont travailler très tôt, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de la carrière longue, vont effectivement, en fonction de leur âge, pouvoir partir un petit peu plus tôt, mais pas plus tôt que le système actuel.
Par exemple, les gens qui ont commencé à 18 ans, qui vont bénéficier de la carrière longue, au lieu de pouvoir partir à 60 ans, ils vont devoir partir à partir de 62. Donc, vous pouvez m'expliquer que ce n'est pas vrai. Enfin, c'est écrit dans le projet de texte. Ça dépend. Alors, que vous avez à 16 ans, à 14 ans. Mais encore une fois, je veux dire, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une volonté de préserver notre système. Moi, je suis député, vous l'avez dit, des Français de l'étranger. Dans les pays où je suis, il y a des systèmes qui sont différents, notamment des systèmes par capitalisation. Nous, on est très attachés à notre modèle. Ce modèle-là, il se finance. Donc, quand vous avez le rapport du COR qui dit que en 2030, le système sera déséquilibré, il faut bien trouver des propositions pour préserver le système. Il n'y avait pas d'autre solution. Nous, à l'UNSA, on a des propositions. Des propositions très précises. La première proposition, c'est de dire qu'il serait peut-être enfin souhaitable que le patronat accepte, les employeurs acceptent de cotiser un peu plus pour les retraites. On a besoin de 11 milliards. Les 11 milliards, on peut les trouver. On peut les trouver, et c'est pas moi qui le dis, c'est un membre de votre majorité, M. Bayrou, qui propose d'augmenter de 1% la cotisation patronale, ça fait 7 milliards. Il en manque encore 4. Et les 4 milliards, on peut les trouver avec des mesures qui ont été déjà validées par le Parlement, qui concernent la branche famille. On a supprimé certaines cotisations. Pour certaines personnes, ça représente 4 milliards. Donc 7 et 4, ça fait 11. Donc on peut les trouver. Et je comprends que l'inquiétude soit de conserver le régime, la hauteur du régime, mais ça fait des années que je travaille sur la question des retraites. Et par exemple, en 2020 et 2021, il était prévu des déficits. Ah bah oui, mais heureusement, et c'est tant mieux, on a réussi à faire que le régime soit excédentaire. Allez, Christopher Wesberg, vous répondez ensuite à Ariane Amadi. Ça fait des années qu'on essaye de faire baisser le coût du travail, justement, pour de travailler sur la baisse du chômage. On y est enfin arrivé. On est enfin arrivé dans un pays, moi j'ai 37 ans, ça fait 30 ans que j'entends le chômage est le problème. Pour une fois, depuis 2-3 ans, on a un chômage qui baisse, et notamment parce qu'on a baissé le coût du travail. Donc forcément, quand j'entends les oppositions me dire que la seule réponse pour financer, c'est d'augmenter les cotisations, alors il y a un risque, c'est augmenter les cotisations salariales, c'est une perte de pouvoir d'achat pour les salariés, et les cotisations patronales, c'est un risque pour l'embauche. Donc moi, je pense pas que ce soit la seule chose. Et puis par ailleurs, s'il vous plaît, laissez-le terminer. J'ai pas beaucoup parlé. C'est quand même, on est un des très rares pays aujourd'hui à avoir 62 ans. Pourquoi tous les pays européens, sauf peut-être la Suède, je vous l'accorde, ont des âges qui sont plus élevés. Je crois que le président part en Espagne. En Espagne, c'est 2 ans de plus. Pourtant, c'est un gouvernement socialiste. C'est pas du tout ça reste des États souvent providence. Donc, c'est pas des modèles totalement différents comme le système américain ou le système canadien et encore. Donc, ils ont choisi d'augmenter la durée de travail et ils ont choisi d'augmenter l'âge légal de travail. Pourquoi la France serait juste une exception alors qu'on a aussi une ambition, et c'est pas l'autre truc, vous parliez de 11 milliards. On cherche à récupérer 18 milliards pour que les 7 milliards de différence soient justement pour être plus redistributifs. Donc c'est qu'on a cette volonté d'être aussi plus juste. Et là-dessus, je vous entends pas. Et sur la question de être le seul pays d'Europe à ne pas toucher l'âge, j'aimerais avoir votre regard là-dessus. Bien, écoutez, nous on pense... Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'Ariane Amadi nous attend quand même, on aimerait bien lui donner la parole. Je vais être très rapide. On pense que cette loi est inutile parce qu'aujourd'hui, on voit bien que on peut partir à 62 ans et demain, on ne pourra plus partir à 62 ans, on sera obligé d'atteindre 64 ans. Et si vous regardez toutes les prévisions, à terme, les Français vont partir un peu plus tard parce qu'en travaillant 43 ans, eh bien, ils vont être amenés à partir plus tard. Donc, on n'a pas besoin de cette mesure tout de suite. Je ne vais pas être plus long puisque vous m'avez demandé... Bah oui, merci, parce qu'Ariane Amadi vous entend depuis tout à l'heure. Ariane, vous êtes connectée avec nous. Vous avez entendu ici la bataille des idées, chacun sur ses positions. Ce qui va jouer demain, surtout, ça sera la bataille de l'opinion publique. C'est ça qui peut faire la différence pour un camp ou pour l'autre? Alors, la première chose sur cette réforme, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un des combats, en tout cas syndicaux, qui n'avaient pas été de longue date sectoriels. C'est-à-dire que la retraite touchant tout le monde, les chiffres annoncés,
témoignent en réalité, et les peurs de blocage, etc., ou en tout cas les aménagements globaux induits dans la population pour faire face à la journée de demain, témoignent d'une chose, c'est-à-dire d'un intérêt à nouveau collectif qui transcende les particularismes de secteurs d'activité, aussi d'âge, puisqu'il y a les lycéens, enfin les syndicats lycéens et étudiants s'en mêlent. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, donc sur l'opinion, c'est un vrai sujet pour le gouvernement, puisqu'évidemment, on n'est plus sur une stratégie potentielle de clivage qui va pouvoir se faire, par exemple, je dis n'importe quoi, je prends un exemple, comme c'était par exemple sur les raffineries, à un moment, on peut toujours, si vous voulez, s'adresser à certains travailleurs plutôt qu'à d'autres, au gré sur les mobilités, par exemple, comment elles sont réparties sur le territoire. Là, ça va être beaucoup plus compliqué d'opter pour ce genre de stratégie. Deuxième chose, c'était très intéressant, effectivement, de vous écouter parler, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça repose sur la question française de l'État-providence un clivage très traditionnel avec des argumentaires qui, à mon avis, finalement, n'ont pas été dépassés malgré le en même temps, qui sont les suivants. Est-ce que sur la question sociale au sens général, on va dire à partir des années 2000 et de la numérisation de l'économie, est-ce qu'on a une communication qui dit il y a un arbitrage entre le pragmatisme, en tout cas l'équilibre budgétaire, quel que soit le domaine, qui doit être à équivalent, voire supérieur sur la notion d'acquis social presque naturel, parce que très ancré dans la culture historique française, ou est-ce qu'à l'inverse on dit, et c'est plutôt l'autre intervenant qui sur la question syndicale, qui explique qu'en réalité le pragmatisme et la question de la communication autour de l'équilibre budgétaire seraient non seulement erronés et en plus à terme inefficaces. Et ça, je trouve que c'est intéressant si on s'extrait même de la réforme de retraite en termes de communication et en termes de communication politique, car il me semble que c'est le cœur du sujet français en termes économiques et sociaux sur la question du pouvoir de l'État. Et enfin, dernière chose sur la question de l'opinion, j'apprends évidemment rien à personne, il y a dans tout conflit social des acteurs, donc en l'occurrence le gouvernement et l'opinion publique, mais aussi les syndicats et les secteurs affectés, ou en tout cas qui revendiquent de ne pas faire cette réforme. Et donc c'est un rapport de force. Le gouvernement et le président de la République a aussi son propre agenda politique qu'il doit suivre. Donc par exemple le fait que la réforme des retraites est la chose sur laquelle il s'est engagé depuis le début et qui pourrait être un marqueur, notamment pour son héritage après qu'il ait cessé son second quinquennat. Et il y a évidemment pour les syndicats et les gens des intérêts en termes de pérennité de leur système de retraite. Et donc la question de l'opinion, à mon avis, elle va se jouer évidemment, comme d'habitude, dans ce qu'on appelle, on va dire, la rue, enfin par les manifestations, mais aussi par un rapport de force entre le temps d'usure, si vous voulez, des manifestations et le temps en termes d'arbitrage personnel, c'est-à-dire est-ce que l'opinion publique, jusqu'à quand l'opinion publique va, si jamais les grèves, par exemple, sont massives pour les enfants, vous avez montré un reportage, pour les aménagements dans les raffineries, s'il y a moins d'essence ou autre, jusqu'à quand l'opinion publique va, même si elle soutient au niveau des sondages pour l'instant majoritairement cette réforme, la soutenir en fonction des blocages, des contraintes sur leur mode de vie potentiel. Oui, il y a effectivement les conséquences que ça va avoir dans la vie des uns et des autres, et puis aussi la mobilisation en tant que telle. Combien de Français seront dans la rue demain? Ça peut ou non changer les choses. On va regarder quelques chiffres ensemble pour se mettre les choses en tête et avoir un cadre. En 95, lors de la réforme des retraites et de sa contestation, 1 million de personnes dans la rue le 12 décembre selon la police, 2 millions selon les syndicats. En 2010, le 12 octobre, là encore, contestation d'une réforme des retraites.
1,2 million de personnes dans la rue pour la police, 3,5 millions pour les syndicats. Et puis en 2019, c'est assez proche, le 5 décembre, on s'en souvient tous, 615 000 personnes dans les rues pour manifester contre la réforme des retraites, qui à l'époque déjà été proposée par Emmanuel Macron, mais c'était un autre projet. 1,8 million selon les syndicats. Vous nous parliez tout à l'heure, Luc Faré, de 800 000, 1 million de personnes. Ça, c'est votre barre de réussite, on va dire le minimum qu'il faut atteindre pour les syndicats pour que la mobilisation de demain soit bonne? Non, je pense pas qu'il faille se situer et s'arrêter sur un chiffre. Ce qui est important, c'est que nous arrivions aujourd'hui à faire comprendre à la majorité et au gouvernement que ce projet n'est pas bon pour le pays. Mais plus vous êtes nombreux, plus vous avez de chances de le faire comprendre. C'est une des raisons pour lesquelles on appelle à la manifestation et à la grève. On a aussi lancé une pétition que toutes les organisations syndicales ont lancée. Cette pétition, en très peu de temps, a déjà plus de 500 000 signatures à la minute où je vous parle. Et c'est une façon pour tous les Français de s'exprimer aussi, et aussi différemment que de descendre dans la rue ou être en grève. Tous les moyens sont bons pour expliquer, montrer son désaccord avec ce projet, et nous espérons que le débat démocratique au Parlement amènera à ce que cette réforme ne soit pas adoptée. Ça vous est dirigé, je crois, le débat démocratique. C'était intéressant de voir le tableau. 95, moi j'avais 10 ans, je me souviens très bien des manifestations qui se sont éternisées, qui étaient très longues, et en effet, il y avait beaucoup de monde. Mais la grande différence, c'est que en 95, Jacques Chirac n'avait pas été élu sur la réforme des retraites. Alors qu'en 2010, il y avait François Fillon qui avait aussi beaucoup de monde, et là, cette année, on a été élu là-dessus. Enfin, pardon, Emmanuel Macron a aussi été élu parce qu'il y a eu un front contre Marine Le Pen. Mais enfin, je veux dire, moi, il n'y a pas que la réforme des retraites qui a permis d'élire Emmanuel Macron. Pendant les débats législatifs, pendant les débats présidentiels, pendant tout le débat, on avait systématiquement ce sujet-là. Mais vous considérez que c'est grâce à ça qu'Emmanuel Macron a été Non, mais je ne dis pas que c'est grâce à ça, c'est juste qu'on a été élu sur un programme. Et que démocratiquement, quand vous êtes élu sur un programme au premier tour, et que vous êtes quand même en tête au premier tour, si vous ne faites pas ce que vous avez dit, c'est plus contestable que si vous faites ce que vous avez dit. Là, en gros, on est en train de faire exactement la réforme dont on avait parlé. En 2019, moi je m'en souviens très bien, on avait une autre réforme des retraites, sur laquelle d'ailleurs il y avait des syndicats qui étaient pour et d'autres qui étaient contre. Et au fond, parce qu'il y a eu un contexte qui nous a échappé, un contexte extérieur qui nous a échappé, on n'a pas pu aller au bout d'une réforme qui était prévue dans le programme de 2017. Et ben moi, ça me gênerait profondément qu'on abandonne quelque chose qui était dans notre programme. C'est pas plus mal en manché cette année, pardon, mais simplement parce que vous le disiez vous-même, en 2019, certains syndicats étaient pour la réforme des retraites. Là, aujourd'hui, il y a un front commun. Depuis le début, de toutes les manières, on sait. Même les syndicats réformistes ont dit que il y avait un totem. Le totem, c'est les 64 ans, et que si ce totem était franchi, il serait contre cette réforme. Ce qui n'était pas le cas en 2017. Mais cela dit, encore une fois, ça ne va pas contre ce que je vous ai exposé. On a une promesse démocratique. Ne pas répondre à la promesse démocratique, ce serait antidémocratique. Luc Faré. D'abord, moi, je pense que ce totem de l'âge, il est essentiel. Il est essentiel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 64 ans, c'est ceux qui ont commencé tôt, c'est ceux qui ont fait le moins d'études qui sont les premiers concernés. C'est ceux qui ont les travaux les plus pénibles, les plus difficiles, et dans lesquels le fait de ne pas réintroduire correctement le compte de pénibilité fait qu'en plus, ils n'ont aucune possibilité pour partir réellement plus tôt. Donc nous, on dit, c'est vraiment une injustice sociale par rapport à toutes ces personnes. Et puis, vous dites, le président de la République a été élu avec cette proposition parmi d'autres. Il a effectivement conduit cette proposition. Mais il y a un contexte, je crois, international. Vous en avez parlé il y a quelques minutes, ça s'appelle la guerre en Ukraine, qui fait qu'aujourd'hui, je pense vraiment qu'on a vraiment d'autres choses à se préoccuper que de mobiliser le pays à défendre un acquis social, à défendre une avancée, et que je qualifierais, moi, de liberté. C'est-à-dire que c'est la liberté de chaque Français de pouvoir choisir le moment où il prend sa retraite. C'était le cas avec l'âge légal à 62 ans, et c'est ce que vous allez modifier demain en obligeant les Français et tous les Français à travailler au moins 2 ans de plus. Évidemment, certains l'avaient prévu, mais d'autres non. Le fait que, j'ai dit tout à l'heure que c'était une réforme brutale, les gens qui sont nés en 1961 et qui ont envisagé quelque chose vont devoir tous travailler au minimum
un trimestre de plus. J'aimerais... C'est des choses comme ça qui sont, quand même justement fondamentalement injustes. Ariane Hamadi, vous nous écoutez toujours et vous êtes toujours connecté avec nous. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des signes d'intérêt de la part du gouvernement ou du président de la République concernant le nombre de personnes qui sera mobilisé demain? Est-ce qu'éventuellement un chiffre élevé de mobilisation pourrait faire plier le gouvernement et le président de la République? Est-ce qu'on a ces signes-là? Non mais moi je ne pense pas, parce qu'en termes vraiment de stratégique, à partir du moment, et monsieur le député et monsieur, excusez-moi, j'ai pas votre nom qui s'indique, Monsieur Faré, désigne par des titres très génériques, je suis désolée. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, à partir du moment, quand vous avez un programme, vous avez, on va dire, 2-3 mesures phares sur lesquelles les gens vous élisent. Il y en a beaucoup, mais bon. Donc, le moment où vous actionnez telle ou telle mesure, notamment ces mesures phares, est évidemment corrélé à des éléments de stratégie politique. En l'occurrence, vous l'avez rappelé, si à partir du moment où le président de la République a choisi d'y aller avec 64 ans à ce moment-là, c'est parce que c'est un marqueur pour lui politique dont il a besoin et qu'il affirme comme tel. Donc, il n'y a aucune raison. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, que quand vous faites la réforme des retraites à 64 ans, en sachant que c'était un âge totem pour les syndicats, vous savez très bien que vous allez, avoir au moins un fort consensus syndical. Vous savez que vous allez avoir beaucoup de gens dans la rue. Donc, après, évidemment, s'il y a des chiffres, les chiffres totémiques comme le million, etc., ça peut toujours... c'est un peu symbolique, mais de la part du gouvernement, c'est le rapport de force est déjà lancé assez franchement à partir du moment où il assume la question de l'âge. Donc si vous assumez une réforme, vous n'allez pas rétropédaler parce qu'il y a beaucoup de monde, alors même que vous savez la mobilisation que ça va produire. Alors après, on dit 500 000, on dit 800 000, on dit 1 million, mais il n'y a aucun intérêt stratégique à reculer, surtout dans le cadre de la majorité relative et des alliances. Enfin, donc je vois assez mal, moi personnellement, en termes vraiment stratégiques, pourquoi 850 000 plutôt que 450 000 ferait plier. En revanche, il y a des choses, et ça c'est vrai, vous pouvez, dans un conflit social, et je ne suis pas la plus grande spécialiste puisqu'il y a un syndicaliste sur le plateau, mais il est vrai que l'intérêt du rapport de force, si le totem ne tombe pas, puisqu'il est assumé, il y a des négociations qui peuvent se faire au gré du degré de mobilisation et du temps de mobilisation de la société. Et effectivement, il est possible, après, d'aller chercher le gouvernement pour le faire, entre guillemets, aménager certains points de la réforme. Oui, effectivement, on va surveiller de près ce rapport de force parce que de toute façon, ça a un intérêt et dans le camp de l'opposition et dans le camp de la présidence et de la majorité. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde se prépare à la journée de demain. On le disait, les Français, vous-même tous les deux sur ce plateau, politique, syndicat et aussi du côté de la sécurité. Sophie, c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau pour nous parler du dispositif sécuritaire. Comment ça va se passer? Alors, ce sera un dispositif important, 10 000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire, 3 500 rien qu'à Paris pour encadrer donc la manifestation qui pourrait réunir 550 000 à 750 000 manifestants à l'échelle nationale, selon les services de renseignement, dont 50 à 80 000 dans les rues de la capitale. Alors ce que craignent les autorités, ce sont les débordements, des violences de la part des plus radicaux. Selon le renseignement territorial, entre 400 à 600 gilets jaunes et 200 à 300 militants de l'ultra-gauche et de casseurs pourraient s'infiltrer dans le cortège. Certains auraient l'intention de s'en prendre directement aux forces de l'ordre, d'aller à l'affrontement. Autre vigilance également demain, Gérald Darmanin a envoyé un télégramme au préfet dans ce sens. La crainte d'actes malveillants qui viseraient plus particulièrement les élus. Le ministre de l'Intérieur a donc demandé une surveillance renforcée de leur permanence et de leur domicile, même si ce matin, chez nos confrères d'RTL, il disait Gérald Darmanin qui était concentré mais pas inquiet.
Merci beaucoup Sophie pour ces précisions. Alors, on est à la veille d'une manifestation qui peut-être sera forte. On a peut-être des potentiels heurts, c'est ce que nous disent les renseignements. Et dans le même temps, on a un président de la République, un ministre de l'Intérieur et 10 autres ministres qui seront en déplacement professionnel en Espagne. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas? On va se poser la question. Mais cette question, elle a déjà été posée ce matin à Bruno Le Maire, qui sera du voyage. On écoute sa réponse. C'est pas un peu bizarre d'être à l'étranger alors que ça va se chauffer dans le pays? Mais en quoi est-ce que ma présence demain à Paris serait de nature à calmer les manifestations? Le ministre de l'Intérieur sera avec vous en Espagne, tout comme le ministre des Transports. Je travaille. Il y a un enjeu majeur pour notre pays qui est la réforme du marché européen de l'électricité. Nous nous battons avec le président de la République pour cela depuis des mois. C'est une grande bataille et très difficile à livrer. Elle demande de se mobiliser auprès des Espagnols, des Italiens, des Allemands. Demain en Espagne, nous allons porter à nouveau cette réforme. Je pense que c'est utile et nécessaire. Christopher Wesberg, vu les enjeux internes au pays, il ne fallait quand même pas rester en France pour le président de la République et les ministres? Mais demain, c'est le temps de la grève, en fait. C'est le temps des manifestations, c'est le temps de la grève. Il faut respecter. Moi, j'ai un respect profond pour ce que vous faites, monsieur, et je suis très respectueux du syndicalisme et du droit de grève. Mais on peut être respectueux et être présent physiquement en France. Mais je vois pas en quoi. Non, mais surtout, il continue de travailler. Il porte des dossiers. Il y a énormément de dossiers. Il y a une situation internationale et il va justement sur un autre dossier qui est très important, qui est le prix de l'énergie, le prix de l'électricité, porter la voix de la France auprès d'un partenaire espagnol très important. Je veux dire, demain, c'est le temps syndical, c'est le temps des manifestations, c'est le temps du droit de grève et le gouvernement va continuer de travailler, il va pas attendre dans son bureau le président à l'Élysée tout seul et Bruno Le Maire à Bercy. Ils vont continuer de travailler, ils vont laisser les syndicats faire ce qu'ils ont à faire. Luc Faré, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais écoutez, moi, je n'ai pas envie de polémiquer sur la présence ou l'absence du président de la République en France et de ses ministres. Ce qui me paraît être essentiel, c'est que le message que nous allons porter tous ensemble demain soit entendu par le gouvernement, entendu par la majorité, et enfin entendre qu'il ne faut pas rester sur cet âge de 64 ans, et il faut revenir à une autre réforme plus juste et meilleure. Et je me permets, si je rapidement, allez-y, un petit détail par rapport à votre intervenante sur les forces de sécurité et les éventuels incidents. À l'UNSA, nous condamnerons et nous condamnons à l'avance tout incident violent parce que nous ne partageons pas cette forme d'expression. Le syndicalisme, c'est le droit de manifester, c'est le droit d'être en grève et nous ne soutiendrons en aucune façon des casseurs venus de tous bords. J'aimerais simplement, je sais que vous m'avez dit, je ne veux pas polémiquer sur la question de est-ce que le président et des ministres seront présents ou pas en France, mais vous nous disiez, nous, ce qu'on veut, c'est être entendu. Vous estimez pas quand même que d'être entendu par quelqu'un qui physiquement ne sera pas là en France et n'aura pas toute son attention portée sur ce qui va se passer dans son pays à ce moment-là, parce qu'il est sur d'autres dossiers, et j'entends bien que ce soit important, c'est problématique? Je le redis bien, ce qui est problématique, c'est que le président de la République et le gouvernement, malgré l'ouverture de discussions, n'est pas engagé de réelles négociations sur l'avenir du système de retraite par répartition en France et sur lequel, de façon unanime, nous ayons réussi à trouver et à s'entendre sur quelque chose qui permette à la fois de garantir les retraites, de garantir le système par répartition. Et ça, c'est de la responsabilité du président de la République, qu'il soit à l'Élysée, en déplacement, en France ou à l'étranger. Ariane Hamadi, le mot de la fin sur cette question du déplacement d'Emmanuel Macron demain en Espagne avec près d'un quart du gouvernement. Est-ce qu'il faut considérer ça comme une faute de communication ou est-ce qu'après tout, il continue son travail et c'est bien normal? Moi, je pense que là où il y a la faute de communication, c'est surtout dans les 12. C'est-à-dire qu'il y ait un traité à signer de longue date, comme on dit dans le jargon, don't act. Mais en revanche, il est vrai que, étant donné que une des premières critiques contre le président de la République en termes d'image, c'est la question d'une sorte de distance, de mépris supposé, etc., il eût été plutôt, je pense, judicieux d'avoir ne serait-ce que le ministre de l'Intérieur, ne serait-ce que donc le ministre du Travail finalement reste,
mais quelques grands ministres régaliens et surtout celui de l'Intérieur. Parce qu'imaginez, surtout que le ministre de l'Intérieur avait l'histoire du Stade de France, l'idée, c'est pas forcément de prendre le pas en termes d'image sur la manifestation, mais puisque les éléments de langage du gouvernement sont autour de la capacité de nuisance, de blocage, pour moi, il aurait été judicieux d'avoir le ministre de l'Intérieur pour justement, d'ailleurs, faire, en termes d'éléments de langage, pouvoir réagir immédiatement si jamais il y avait des débordements. Merci beaucoup Ariane Hamady pour votre analyse. Merci également à vous Luc Faré et à vous Christopher Wesberg d'avoir débattu sur le plateau de France Info sur la question de la réforme des retraites. Évidemment, on continuera à en parler demain puisque c'est demain le jour de...